Allez, je vous propose de recommencer l'examen des rapports. On va commencer par les rapports B. Donc, rapport B1 avec le président Hervé Gora. Merci, Monsieur le Président. Le premier rapport B1 sera présenté par notre collègue Philippe Vacher. Monsieur le Président, mes chers collègues, ce rapport a pour objet de soumettre à vos délibérations le plan de prévention du bruit dans l'environnement, PPBE, final, de 4e échéance, sur les routes départementales du Loiret, qui supportent un trafic annuel de plus de 3 millions de véhicules, soit 8 200 par jour. En conformité avec les obligations européennes, le département élabore son 4e PPBE visant à réduire les nuisances sonores sur routes à fort trafic. Ce plan s'appuie sur les précédentes initiatives et évaluations, notamment les cartes de bruit de 2023 et les actions validées 2014, 2017, 2024. L'objectif principal du PPBE est d'optimiser sur le plan technique, stratégique et économique les actions à engager pour améliorer les situations critiques en matière de bruit et de préserver la qualité des endroits remarquables appelés zones calmes. Le diagnostic basé sur les cartes de bruit et des mesures locales a identifié 32 zones bruyantes, dont 19 déjà recensées en 2024 et 13 fiabilisées par des études complémentaires. Ces zones concernaient possèdent potentiellement de l'ordre de 10 000 personnes le jour et 7 000 personnes la nuit. À la suite de la consultation publique menée en décembre 2024 à février 2025, 60 remarques ont été reçues et intégrées dans la version finale du PPBE. Pour améliorer les situations défavorables et préserver les espaces de qualité, un plan d'action est proposé avec des actions de réduction ou de prévention du bruit des infrastructures, comme l'aménagement de la déviation de Jargeau pour améliorer la circulation des centres-bourgs, l'installation et revêtement acoustique de certaines routes, l'étude et la mise en place de solutions pour résorber du bruit, donc, comme les merlons, la mise en valeur des zones calmes, comme les 21 espaces naturels sensibles labellisés, la mise en œuvre du schéma des mobilités de développement des modes doux et moins bruyants, l'entretien des voiries pour lutter contre le mauvais état, générateur d'impact sonore, et la réalisation d'un schéma directeur routier départemental sur 10 ans en lien avec le trafic. Donc la Commission a mis un avis favorable. Donc je vous propose les décisions suivantes. Donc approuver le rapport du PBE final de 4e échéance tel annexé du rapport, mettre en ligne le PBE complet sur le site Loiret, mettre à disposition une version papier du PPBE auprès de la direction des infrastructures et le transmettre, le PPBE également, au service de l'État. Voilà, Monsieur le Président, l'honneur à mettre à vos délibérations. Bien, merci. Merci, Monsieur le rapporteur. Donc, j'imagine qu'il y a des questions peut-être sur ce rapport, rapport important. Oui, Jean-Vincent Valliès et Hugues Rimbourg. Oui, question ou plutôt constat et peut-être explication de vote. Nonobstant bien sûr le travail qui a été fait et un certain nombre de solutions qui ont pu être trouvées, sur le terrain on constate quand même un écart important entre la manière dont les gens vivent, perçoivent le bruit dans leur quotidien et les normes dont on dit on est en dessous, on est bon, etc., etc. Et c'est quand même un problème majeur, notamment dans certaines zones dont on ne peut pas comme ça se satisfaire et de laisser les choses aller comme cela. Sur ce point, Monsieur le Président, les conseillers départementaux du canton de Saint-Jean-de-Bray regrettent, malgré vos appels à l'union, au faire ensemble, comme vous l'avez dit ce matin en ouverture et en partage, le fait que vous rencontriez des habitants qui vivent les choses comme cela et que vous ne teniez pas au courant, informés, voire que vous ne nous invitiez pas à ces rencontres d'habitants qui s'expriment dans nos territoires. Donc nous le regrettons parce que, bien évidemment, ils nous en parlent quotidiennement, sinon plus. Cette manière de vivre les choses a bien sûr des influences sur le confort de vie de nos concitoyens, mais peuvent aussi avoir des incidences, on le connaît et on le sait, sur la santé des habitants. Donc nous pensons que c'est
ces questions ne se suffisent pas simplement d'indiquer qu'on est, dans les normes. Alors, comment pouvons-nous traiter les choses puisqu'on est a priori dans les normes? Et Monsieur le Président, on vous le dit depuis des mois et des mois, sinon des années, ce qui coûterait pas forcément très cher au département, voire coûterait que quelques panneaux, c'est de baisser la vitesse. Voilà, non seulement, bien sûr, on n'aurait pas au moins essayé ça dans le souci du bien-être de nos concitoyens, sachant qu'on y gagnerait sur tous les plans. D'abord, bien évidemment, mais on l'a déjà dit ici, quand il y a des accidents, et il y a des accidents fréquemment sur la tangentielle, y compris dans cette partie, les accidents seraient bien sûr moins comment dirais-je, importants, voilà, moins blessants. Il y aurait bien évidemment moins de bruit, parce que les choses sont quand même là aussi évidentes. Et il y aurait aussi des progrès dans la pollution des gens, dans l'air, en particulier des gens qui vivent proches de la tangentielle. Donc nous redemandons cette étude de la vitesse, une décision concernant cette vitesse, en s'appuyant bien sûr sur les conseillers départementaux qui porteront cette décision et qui défendront cette décision auprès de nos habitants. Et franchement, pour quelques secondes, parce qu'il s'agit de ça, quelques secondes de moins que les habitants perdraient avec une vitesse de 90, on ne tirerait que des avantages pour notre collectivité et pour le bien-être de tous. Donc, sans amendement de ce plan, pour passer tous les habitants de la métropole, puisqu'il s'agit là de secteur métropolitain, sans passage à 90 pour l'ensemble des choses, nous nous opposerons, Monsieur le Président, à ce rapport avec regret, mais nous nous y opposerons. Bien, merci. Pour ce qui est des rencontres avec les habitants du secteur, effectivement, nous avons été contactés. Alors, je pense qu'Hervé était à l'époque avec moi par un petit groupe d'habitants d'un secteur plutôt au nord de la tangentielle, enfin de la départementale 2060. Après, bon, voilà, c'était une rencontre assez informelle pour voir comment on pourrait essayer de voir comment on pourrait essayer d'envisager une meilleure protection. Mais après, c'est vrai que force est de constater, c'est que, Hervé le précisera peut-être, mais c'est qu'on ne dépasse pas les seuils de bruit qui sont dans le PBE. Bon, après, sur la vitesse, bon, on est sur une voie rapide. Hein. On est sur une voie rapide, est-ouest, qui fait Châteauneuf-sur-Loire, Orléans. Donc voilà, ça n'aurait pas de sens d'abaisser la vitesse aussi loin de la métropole. On l'a fait à côté du château d'eau de Saint-Jean-de-Bray. Non, on est dans la métropole. Oui, alors, oui, non, sauf à dire qu'une ville de 9 400 habitants, c'est la campagne, et qu'une ville juste à côté qui fait 22 000 habitants, c'est la campagne. Donc, moi, je veux bien que vous défendiez ça, Président, mais je ne suis pas sûr que nos habitants... Et je vais vous dire la réaction des gens. On a été très bien reçus, mais on s'est fait rouler dans la farine. Après, voilà. C'est la synthèse, c'est la synthèse du rendez-vous de ces habitants qu'on connaît très bien, puisque malgré tout, nous ne sommes pas des villes très très grandes et on connaît quand même à peu près bien nos habitants. Alors moi, attendez, je vous demanderai simplement de ne pas me couper la parole quand je parle, c'est la moindre des choses. Je distribue la parole vraiment à tous ceux qui la demandent, ça c'est clair. Donc j'étais en train de m'exprimer. Alors même si vous n'êtes pas d'accord, je pense que je le conçois, mais c'est pas comme ça que je conçois la vie de notre collectivité, de notre assemblée. Donc, j'étais en train d'expliquer que nous avons abaissé la vitesse à 90 km/h à compter du château d'eau de Saint-Jean-de-Bray, ensuite à 70 km/h dans la partie, je dirais, plus urbaine de la tangentielle, où là, je reçois toujours des courriers qui montrent une certaine crispation de ceux qui se font tous attraper pour un excès de vitesse à 75 km/h, le 70, bon, voire même un peu plus. Voilà, les 70, on l'assume parce qu'on est dans une zone très urbanisée. Certains demandent 50, là, non, faut pas exagérer. D'autres demandent 80, non plus, ou 80-90. Donc là, il y a vraiment une dégressivité dans la vitesse à partir de Saint-Jean-de-Bray qui nous paraît tout à fait raisonnable. Donc on est sur une 4 voies.
Après, Hervé, je ne sais pas si tu voulais compléter. Oui, juste, moi je suis ravi déjà qu'on les ait reçus, je dirais, dans de bonnes conditions, hein, les riverains, effectivement, qui nous ont sollicités par 2 reprises. Effectivement, nous avons fait des mesures de bruit pour, je dirais, essayer de répondre à leurs questionnements. Et si tel avait été le cas, on aurait pris des dispositions. Aujourd'hui, on reste... Alors, c'est peut-être un regret pour certains, mais on reste dans les références qui nous sont imposées, on reste dans les normes qui nous sont imposées. Ceci étant, je pense qu'on a vraiment fait la bonne démarche. Alors, si ça ne leur suffit pas, je peux le comprendre, je peux l'entendre. Ceci étant, la circulation est telle aujourd'hui sur ce secteur-là, ça impose du bruit, on est bien d'accord. On prend aussi, nous, des dispositions quand on fait de la réfection de voirie, et je pense que c'est quelque chose qui peut être constaté par les uns et les autres sur la métropole. À chaque fois, les revêtements qui sont mis en place limitent les nuisances sonores, et sachez que ça a un coût aussi d'utiliser ces matériaux. Ceci étant, on voit qu'il y a un abaissement du bruit, et c'est tant mieux. Mais bon, ça a ses limites. Je veux dire, on a un tel trafic aujourd'hui sur la tangentielle. Malheureusement, le bruit, on ne pourra pas y faire grand-chose, si ce n'est de mettre des murs anti-bruit tout long, mais ça ne résoudra pas le problème. Ça, c'est très clair, parce qu'on voit bien que le bruit évolue, le bruit se propage de manière un peu aléatoire. Et toutes les mesures qui ont été faites, je dirais, en rapport avec les 2 associations de riverains qui sont venues nous voir de part et d'autre de la tangentielle sur un point très précis en plus. Donc, on a répondu, on est allé sur place, on est allé chez eux, on a fait des mesures. Aujourd'hui, malheureusement, on est encore dans la norme. Donc, je peux comprendre, je peux entendre. Ceci étant, on n'est pas à la hauteur de leurs attentes aussi. Ceci étant, voilà, on est dans une situation un petit peu de blocage, j'entends. On a les mêmes problèmes parfois en centre-ville, dans les villes où on a parfois quelques voiries qui sont très circulées et où les gens se plaignent du bruit. C'est logique qu'on habite quelque part, à un endroit où il y a des axes de circulation importants. Je pense qu'à un moment, il faut aussi... il y a un point dans ce plan de prévention du bruit, c'est les bandes d'inconstructibilité. Je pense qu'il va falloir vraiment que les communes se mettent raccord par rapport à ces bandes d'inconstructibilité. Et puis après, voilà. Le suivi, il sera permanent. Je pense qu'il faut toujours aussi, il faudra toujours faire en sorte qu'on ait des études pointues régulières sur l'habitat à proximité de ces axes ces voies rapides. Et puis après, moi, je redirais aussi, une nouvelle fois, il nous manque quelque chose sur nos anciennes routes nationales. Ce sont des portiques qui ont été enlevés, malheureusement, en 2012 ou 13, des portiques qui visaient à reporter le trafic poids lourd sur les autoroutes. Parce que là, la RD 2060, elle est vraiment, c'est la parallèle quasiment de l'autoroute A19. Moi, nous, on ne demande qu'une seule chose, c'est que le trafic de poids lourds se reporte sur l'autoroute A19 avec des portiques qui, en plus, nous rapporteraient une manne financière. C'était le cas, c'était 8 millions d'euros qui avaient été estimés à l'époque. Moi, je déplore toujours la suppression de la fameuse écotaxe sur la 2007, la 2060 et la 2020, la 2020. Donc, on avait vraiment des axes de circulation qui auraient été soulagés par cette taxe. Bon, c'est comme ça, on ne fait pas l'histoire. Qui d'autre voulait prendre la parole? Hugues Rimbaud, c'était ça. Alors, merci. Pour continuer dans ce que disait Jean-Vincent, ce qui frappe un peu dans le rapport, c'est le contraste entre le diagnostic et le plan d'action. Le diagnostic, c'est le 4e plan, donc les zones qui posent problème, elles sont relativement bien identifiées, et c'est un nombre important de personnes, près de 10 000 personnes. Et en contrepartie de ça, le plan d'action, il est relativement vague. Alors, il y a toutes les opérations sur les routes, et je veux bien croire qu'on met du revêtement qui limite le bruit, que les nouveaux aménagements sont plutôt favorables en termes de bruit, mais il n'y a pas vraiment il n'y a même pas du tout de plan d'action qui hiérarchiserait les points noirs en termes de bruit, et puis ferait un calendrier, un échéancier en disant les prioritaires vont être réglés en 2 ans, 3 ans, puis après on va passer à ceux de 2e niveau. C'est ça une stratégie de résorption des points brillants ou des points noirs bruit. Or là, on a mis l'ensemble des actions des routes. On a même mis dans les actions à venir les voies cyclables. Quel est le rapport? Puis il y a les zones calmes qui sont ajoutées au rapport où on a mis les ENS. Franchement, c'est complètement incongru. On se demande qu'est-ce que ça vient faire là. On parle du bruit sur les axes routiers et puis on va coller la carte des ENS. Alors oui, je veux bien croire qu'aux Dolines de Limer, il n'y a pas trop de bruit et on est tranquille, mais on n'est pas dans la question qui est au cœur du rapport. Alors, donc, voilà, sur le plan, la partie diagnostic est bien faite, mais la partie
plan d'action et stratégie pour résorber les points noirs, elle n'est pas visible, pas suffisamment visible, et on ne sort pas avec l'assurance que cette question du bruit fait partie des priorités dans le programme de renouvellement des chaussées et d'amélioration des infrastructures routières. Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses là dans vos propos. Déjà, première chose, il y a quelque chose que l'on ne maîtrise pas ou qu'on maîtrise peu, c'est l'augmentation du trafic. Ça, quelque part, forcément, ça a des incidences en termes de nuisance, l'augmentation du trafic, et on n'y peut pas grand-chose. Par contre, les remarques qui sont faites par rapport au recensement à la fois de la mobilité douce et à la fois des ENS, je dirais, qui peuvent être présentés dans ce présent rapport, fait aussi voir l'engagement du département par rapport à la politique des infrastructures et la prise en compte à tout niveau. Et c'est vrai qu'on peut, je dirais, reprocher, je l'entends, le fait de dire on parle des ENS par rapport aux nuisances sonores. OK. Ceci étant, on est en pleine réflexion dans la politique des infrastructures du conseil départemental de mettre en avant aussi tout ce qu'on peut faire pour essayer à la fois de limiter, je dirais, du trafic, parce que quelque part, même de la mobilité douce, c'est un abaissement du trafic. Qui dit abaissement du trafic dit aussi abaissement des nuisances. Ceci étant, il faut que les mentalités changent, et ça, on en est bien conscient, c'est en train d'évoluer, on le voit bien. Mais ça ne suffira peut-être pas, soit, mais encore une fois, on reste, et c'est bien prouvé dans le rapport, vous l'avez souligné que l'étude était quand même très bien faite, et je valide cet accord, c'est de dire que aujourd'hui, on reste, alors ça ne plaira pas à certains, mais on reste dans les normes. Donc le trafic augmente, on est dans les normes, on a soulevé et on a recensé tout ce qui a été fait par la politique des infrastructures du département, et je pense que c'est quand même important de montrer la volonté du département par rapport à ça. Ça ne suffit pas, mais bon, il y a quand même des choses de faites, c'est ça qu'il faut dire. Alors, si j'avais été un brin provocateur, j'aurais parlé de la réouverture de la ligne ferroviaire entre Orléans et Châteauneuf-sur-Loire. Mais je ne l'ai pas fait, mais j'y pense. Tout le monde y pense ici. C'est-à-dire qu'on le sait bien que si le jour où cette voie ferrée sera rouverte, ça va soulager vraiment la 2060 d'un grand nombre de véhicules. Donc, on le sait, c'est tout le pendulaire, tous ceux qui partent de Châteauneuf, mais bien au-delà, parce qu'ils pourront ensuite, il y aura un beau parking, une aire de covoiturage, un beau pôle multimodal à Châteauneuf-sur-Loire, au droit du lycée. Bah voilà, là, on pourrait avoir un point de convergence des gens qui viennent du Giennois, ceux qui viennent du secteur de Montargis, et ensuite, tout le monde dans le train, et tout va bien. Donc, voilà, je pense que là aussi, quand la voie ferrée sera ouverte, on aura vraiment une baisse du trafic. On est tous d'accord. Enfin, à peu près. Bien. Allez, donc je vous proposais de voter sur ce rapport B1. Y a-t-il des votes contre? Oui, 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 oui. Donc, alors, Marie-Agnès. Non. Non, mais justement, attendez, il faut que Rosa puisse compter les voix. Alors, qui vote contre? Bon, voilà. Voilà, j'avais l'impression qu'il y avait une espèce de scission dans votre groupe, et là, je me disais, ça y est, Marie-Agnès a rejoint le groupe majorité. Bon, des abstentions, il n'y en a pas, merci, rapport adopté. Voilà, rapport B2 rapidement, parce que c'est un rapport, vraiment, c'est un rapport qui vient tous les ans. Allez. Donc le rapport B2 vous sera présenté par notre collègue Ariel Lévy. Merci, Président. Mes chers collègues, donc le rapport B2 a pour objet de vous présenter le bilan annuel relatif aux 10 baux amphithéotiques administratifs pour la gestion des gendarmeries de Beaugency, Bellegarde, Briare, Châteauneuf-sur-Loire, Château-Renard, Cléry-Saint-André, Jargeau, La Ferté-Saint-Aubin, Main-sur-Loire et Outarville pour l'année 2024. Très rapidement, pour les gendarmeries de Briare, Châteauneuf-sur-Loire et Château-Renard, les 3 rapports d'exploitation ont pour but de dresser le bilan de l'année 24, correspondant à la 17e année d'exploitation. Le coût annuel de ces 3 gendarmeries s'élève à un total de 1 199 906,36 €, soit 0,70% de plus que l'année dernière. Et cette augmentation est liée à la révision des loyers et à la maintenance. Pour les gendarmeries de Beaugency, Bellegarde, Cléry-Saint-André, Jargeau, La Ferté-Saint-Aubin, Main-sur-Loire et Outarville, les 7 rapports d'exploitation portent sur l'année 24 aussi. Et sur l'année dernière, les travaux les plus importants concernaient la gendarmerie de Beaugency avec le nettoyage des enduits. Des travaux sont planifiés sur la période de l'année 25 à l'année 30, comme par exemple à Main-sur-Loire, le confortement des fondations de 2 logements en 2026, ou à Cléry-Saint-André, Jargeau et La Ferté-Saint-Aubin, des travaux sont prévus à partir de 2027. La commission B a émis un avis favorable.
merci. Donc, rapport pour information. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport pour information? Pas de questions. Donc, dont acte. Merci. Merci au président et aux membres de la commission. Nous passons maintenant au rapport de la commission C avec le président Christian Braud. Oui, merci, Président. Chers collègues, la première délibération concerne un appel à manifestation d'intérêt CNSA pour le soutien à l'investissement sur l'habitat inclusif, et c'est notre collègue Gérard Malbaud qui va le présenter. Monsieur le Président, chers collègues, il s'agit effectivement aujourd'hui d'un rapport relatif à l'appel à manifestation d'intérêt, le AMI, et soutien à l'investissement Habitat Inclusif 2025, une initiative importante pour notre politique départementale d'autonomie et d'inclusion. Les enjeux de la politique de logement locatif. L'enjeu majeur de cette politique est de renforcer la dynamique de développement des habitats inclusifs. Il s'agit de permettre aux conseils départementaux de favoriser l'investissement immobilier dans ces structures essentielles. L'objectif de l'AMI est porté par la Caisse nationale de solidarité qui mobilise en 2025 un total de 7 millions d'euros provenant de fonds dédiés aux personnes âgées et de fonds d'appui à la transformation de l'offre pour les personnes handicapées. Le but précis de se soutenir financièrement des travaux de réhabilitation, d'accessibilité et ou de domotique au sein des espaces de vie individuels ou partagés des habitats inclusifs. Ces habitats doivent être conventionnés au titre de l'aide à la vie partagée. Les modalités d'exécution. Concernant les modalités d'exécution, l'investissement est plafonné à 100 000 € maximum par habitat inclusif. Les travaux financés devront être livrés au plus tard le 31 décembre 2027. En l'absence d'instance départementale avant la date limite initiale du 15 octobre 2025, nous avons déjà communiqué les candidatures à la CNA par acte d'engagement. Il est désormais impératif d'approuver cette délibération et de la transmettre au plus tard le 14 novembre 2025. Sans cette transmission dans les délais, notre candidature et celle des porteurs ne pourront être retenues. Le département est appelé à signer la convention avec les porteurs de projets et dont les candidatures sont détaillées en annexe. Le versement de la dotation qui vous sera faite par la CNSA est en une seule fois, sera ensuite reversé aux porteurs selon les modalités suivantes: 80% à la signature de la convention et 20% à l'achèvement des travaux. Il est donc proposé d'approuver les termes de cet appel manifestation d'intérêt et d'autoriser le président donc sur les porteurs de projets. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Y a-t-il des questions sur ce rapport C1? Non, pas de questions, pas de précision. Je vous propose de voter. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas. Merci. Rapport adopté. Rapport C2. Le rapport C2 concerne les fonds de soutien à la mobilité et au temps de dialogue et de partage de données pratiques entre professionnels du domicile. Et c'est notre collègue Ludivine Rablot qui le présentera. Merci, Président. Mes chers collègues, le présent rapport est relatif au fonds de soutien à la mobilité et au temps de dialogue et de partage de bonnes pratiques entre professionnels du domicile, un engagement crucial pour notre politique de cohésion sociale. Les enjeux de la politique publique. Les enjeux fondamentaux de cette politique est de répondre au choix majoritaire des Français de vieillir chez eux. Des mesures financières ont déjà été prises, notamment le rehaussement des rémunérations via l'avenant 43 et l'institution du tarif national plancher, 24,58 € de l'heure pour 2025. Ce nouveau fonds, issu de la loi Bien vieillir du 8 avril 2024, vise directement l'amélioration du quotidien des professionnels, à savoir soutenir la mobilité des aides à domicile, renforcer les temps d'échange et de dialogue pour lutter contre l'isolement professionnel et améliorer leurs conditions de travail.
L'aide nous sera versée par la Caisse nationale de la solidarité et de l'autonomie sur la base du volume d'heures d'APA-PCH et de la population en zone rurale. Pour l'exercice 2025, l'aide attribuée au Loiret s'élève à 645 353 €. Pour percevoir ce montant, notre délibération que nous devons transmettre avant le 15 novembre 2025 doit obligatoirement inclure 2 programmes distincts. Le programme général de soutien à la mobilité des aides à domicile et le programme de développement de l'organisation du temps de dialogue et de partage de bonnes pratiques. Pour le programme général de soutien à la mobilité, 2 nécessités. La première, une contrainte majeure, est au moins de 50% des montants alloués à ce programme doivent être destinés à l'achat ou à la location de véhicules d'entreprise à faible ou très faible émission. La deuxième contrainte est le service d'aide à domicile, ou les SAD, devront s'engager à restituer les sommes non mobilisées si cette proportion de 50% n'est pas atteinte. Un point financier est essentiel. L'aide 2025 n'est pas conditionnée à un cofinancement du département. Bien que l'aide soit versée au titre de 2025, les dépenses pourraient être réalisées jusqu'au 31 décembre 2026, à condition qu'un début d'exécution ait lieu en 2025. Les décisions proposées. Le déploiement de ce fonds se fera par une répartition équitable entre les SAD, au prorata des heures APA-PCH, réalisées en 2023. Les services devront s'engager à évaluer l'impact de ce soutien et contribuer aux remontées d'informations exigées par la CNSA. Aujourd'hui, il vous est proposé d'approuver les termes du présent rapport et la ventilation prévisionnelle des montants par programme et par action, laquelle est susceptible d'évoluer en fonction des propositions formulées par les services à domicile. Bien, merci Madame la rapporteure. Donc là, on voit que on a suivi l'évolution justement de tous ces tarifs. Donc là aussi, on a répondu présent. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport C2? Je pense que là, on le voit, il y a un coût qui est partiellement compensé. Pas de questions. Je vous propose de voter. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Merci. Rapport adopté. Merci, Monsieur le Président Brault. Donc, nous passons maintenant au rapport D avec le Président Jean-Luc Riglet. Merci, Monsieur le Président. Donc, ce rapport concerne donc les dossiers de subvention de porteurs de projets du monde agricole loiretain, et c'est donc notre spécialiste agriculture, Marianne Dubois, et non moins légendaire. Merci, chers collègues. Ce rapport a pour objectif de soumettre à décision les dossiers de subvention visant à soutenir financièrement les investissements du monde agricole loiretain. Le département du Loiret agit en qualité de cofinanceur d'aide économique agricole en vertu d'une convention cadre signée le 7 juillet 2023 avec la région Centre-Val de Loire. Ce dispositif s'inscrit dans le cadre plus large de la politique agricole commune de l'Union européenne et du plan stratégique national français. Les aides départementales sont complémentaires aux aides régionales et visent à moderniser ou améliorer les équipements nécessaires à la production, la transformation, le stockage ou la commercialisation des produits agricoles, ainsi qu'à mettre en œuvre des mesures environnementales. Concernant le financement, le Fonds européen agricole pour le développement rural, le FEADER, cofinance ces investissements éligibles à hauteur de 60% du montant total de l'aide publique, tandis que l'État membre, via les autorités locales comme le département, apporte les 40% restants. Le département du Loiret concentre son intervention complémentaire sur 4 dispositifs clés du programme régional d'intervention FEADER 2023-2027, le soutien aux investissements agricoles productifs pour faire face aux risques climatiques, le soutien aux investissements agricoles productifs pour la modernisation, avec notamment un volet réservé aux jeunes agriculteurs, et le soutien aux activités de transformation de produits agricoles, ou la SATPA. Les financements ont pour priorité de faciliter la transition vers les méthodes de production plus durables, de renforcer les pratiques agroécologiques existantes et d'optimiser les équipements agricoles. Dans le cadre des dossiers adoptés par les comités de programmation de juin et juillet 2025, le département se positionne sur 51 opérations. Le montant total demandé en subvention départementale s'élève à 893 859,64 €. Ce montant permet de mobiliser en contrepartie plus de 1,3 million d'euros de fonds FEADER.
Ces dépenses sont imputables sur le budget départemental 2025, où un montant disponible de 900 000 € était prévu. Le rapport propose également une rectification de subventions concernant le GAEC de l'Arc-en-Ciel à Auvilliers-en-Gâtinais, suite à la vérification de factures qui n'avaient pas été prises en compte. L'aide départementale initialement votée à 1 697 € en décembre 2024 doit être annulée et remplacée. Le nouveau montant d'aide proposé est de 10 800 €, ce qui mobilise une contrepartie FEADER de 16 200 €. Il est donc proposé d'attribuer les subventions départementales conformément à la répartition figurant en annexe 1, d'affecter l'opération d'un montant total de 893 859 € sur l'autorisation de programme, je vais dire qui va bien, et d'attribuer une aide de 10 800 € au GAEC de l'Arc-en-Ciel et qui annule et remplace l'aide de 1 697 €, 04. Bien, merci pour ce rapport habituel depuis des années maintenant. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport? Oui, Hugues Rimbaud. Merci. Effectivement, c'est un rapport sur lequel on a déjà eu l'occasion de s'exprimer et on va vous faire la même demande, c'est-à-dire de rendre à la région ce qui lui appartient. On est dans un contexte où il faut qu'on se recentre sur nos compétences obligatoires. Celle-ci n'en fait pas partie. Donc on peut demander à ce que la région récupère cette politique-là. Préciser aussi que ça se fait sans préjudice pour les agriculteurs, puisque la région est obligée de financer ce que par convention on finance actuellement. Et que dans les autres départements où ça ne se fait pas, les montants alloués sont à peu près les mêmes. Il y a un objectif d'économie, il y a quand même aussi un objectif d'éclaircissement de qui fait quoi. Moi je suis étonné, quand j'ai expliqué mon rôle de conseiller départemental, c'est toujours compliqué, et savoir quelle collectivité assume quelle responsabilité, c'est très difficile à expliquer, c'est très difficile à comprendre, et je pense qu'on gagnerait tous à avoir nos domaines de compétences et à ne pas vouloir empiéter sur ceux des autres, simplement pour question de lisibilité de l'action des collectivités. Bien, très bien, merci. Donc c'est vrai que c'est votre propos habituel sur cette politique-là. Je ne vous cache pas qu'il y a une réflexion qui est en cours, président Riglet, donc sur l'avenir de ces financements par le département. Oui, donc comme tu le sais, parce qu'on en parle régulièrement dans la commission D, donc on est en pleine réflexion avec les services sur ce sujet, et avec évidemment l'exécutif. Donc oui, effectivement, on est en train de réfléchir à faire basculer cette compétence qui n'est pas obligatoire sur la région. Donc on a déjà des contacts avec la région, on attend un peu leur retour aussi. Mais voilà, on va en reparler parce que comme tu le sais, comme vous le savez, on a bientôt une réunion commission budgétaire, donc le 6 novembre. Et donc on va en parler, et ce sera la commission aussi qui donnera son avis, et on verra après dans l'exécutif, mais la réflexion est bien en cours. Je pense que les contacts doivent surtout être pris aussi avec Valentin Caron, le président de la Chambre d'agriculture, avec Maxime Buzard, le président de la Chambre régionale d'agriculture, et puis éventuellement avec les organisations syndicales agricoles. Je pense que là aussi, ça mérite une concertation à plusieurs sur le sujet. Donc voilà, mais je pense qu'on a aussi des élus chambres qui sont à l'écoute en face de nous et qui comprennent bien les difficultés que nous avons aujourd'hui. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce rapport D1? Non. Écoutez, je vous propose de le voter. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Oui, 1, 2 abstentions. Très bien, merci. Rapport adopté, moins 2 abstentions. Bien, merci pour la présentation de ce rapport, Monsieur le Président Riglet. Nous passons maintenant au rapport de la commission E avec la présidente Anne Gabory. Merci, Monsieur le Président. Et c'est Pauline Martin qui va nous présenter le premier rapport concernant la mesure d'impact de la TPS, la transformation des politiques sociales. Merci, Madame la Présidente. Alors, nous vous avons préparé un petit PowerPoint, Monsieur Guillon étant à la manœuvre. Depuis tout à l'heure, je lui fais des signes désespérés, mais ça vient. Donc, je vous rappelle en introduction que cette décision a été prise
en 2019 avec une mise en application, un démarrage en janvier 2020 où nous avons réuni tous les travailleurs sociaux du département. Je vous rappelle donc les fondamentaux de cette transformation qui était donc la proximité au cœur de cette transformation avec la rénovation des modes d'intervention, un objectif de simplifier l'action sociale et surtout en proximité, et puis d'être au plus proche des usagers avec 4 piliers qui sont le partenariat, l'accueil inconditionnel, le développement social local et la prévention. Vous allez voir que c'est quand même une grande première parce que on dit toujours qu'on a du mal à évaluer les politiques publiques. Là, pour le coup, on ne peut pas nous reprocher de ne pas avoir évolué. Et puis, il nous appartiendra ensuite d'en tirer un certain nombre de conclusions. L'objectif étant d'avoir un vrai parcours de l'usager identifié. Pour ça, nous avons créé 21 équipes, 3 équipes d'accueil inconditionnel. Donc, vous l'avez sur le tableau. Donc l'accueil inconditionnel, c'est vraiment je n'ai jamais mis un pied au département, je suis inconnu et donc je suis accueilli par une équipe. Je précise que dans chacune des équipes, nous retrouvons à peu près toutes les compétences du département et surtout une forme de pluridisciplinarité. L'accueil inconditionnel, c'est aussi une première évaluation pour l'usager, éventuellement une intervention si il n'y a pas d'intervention que je vais appeler en profondeur. Et puis, à partir de ces évaluations et éventuellement de ces premières interventions, si il est jugé qu'il y a une prise en charge de l'usager, on passe sur une équipe pluridisciplinaire qui, là, va prendre en charge l'usager avec ce qu'on appelle un parcours de l'usager pour éviter qu'il n'ait à répéter 42 000 fois ces problématiques. Alors, en termes d'évaluation, nous avions 4 cibles. Première cible, une cible élue avec voilà, des sondages que nous avons faits, évidemment des sondages auprès des responsables des équipes pluridisciplinaires d'accueil inconditionnel et des agences départementales de solidarité. Donc là, avec un taux de retour, bien entendu, de 100%, puisque nous étions sur les cadres de ces équipes-là. Et ensuite, les cibles élues, là, uniquement 25% de retour. Voilà, ceci explique aussi cela parfois avec peut-être, et pourtant Dieu sait si nous avons fait des réunions en territoire, en long, en large et en travers, peut-être finalement que le département est parfois moins bien identifié qu'il ne devrait l'être. Cela dit, nous avons un taux de satisfaction qui est quand même tout à fait positif, puisque à la fois les élus qui, ayant sollicité les équipes, sont satisfaits à 64%, et s'il y a vraiment une sollicitation précise, eh bien le taux de satisfaction est de 88%. Voilà, donc là-dessus, il n'y a pas de questions. Là où il y a beaucoup plus de questions, je vais essayer d'aller vite pour ne pas... vous avez tout le rapport qui est assez épais, je pense qu'on vous a donné le plus de détails possible dans le rapport. Le questionnement qui reste, c'est sur l'identification de l'efficience de la politique. Vous voyez que nous sommes à 39%. Voilà, question. Alors même si tout le monde n'a pas répondu, même si on peut considérer que quand on répond pas, c'est qu'on est satisfait, ça veut bien dire qu'il y a encore du travail à faire sur cette problématique d'efficience et en gros à quoi nous servons et comment est-ce que on l'orchestre. Sur deuxième cible, les agents, un taux de retour, donc les agents bien sûr du pôle, y compris les assistants familiaux et la maison de l'enfance, qui sont peut-être moins concernés par la transformation des politiques sociales, un taux de retour de 44%. Avec là aussi
pas mal de questionnements. D'abord, voilà, un taux de satisfaction de 21% sur la lisibilité de l'offre. On peut se satisfaire de la proximité à l'usager, mais toujours l'efficience qui reste en questionnement. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a beaucoup travaillé avec les équipes. À titre personnel, je pense que j'ai dû faire 2 voire 3 fois le tour de toutes les équipes. Pour moi, il y a 2 écoles chez les agents. Ceux qui se sont engagés avec enthousiasme, dans la transformation des politiques sociales et qui finalement ont un taux de satisfaction de 100% parce que les responsables d'équipes pluridisciplinaires se sont lancés dedans et ont entraîné leurs équipes. Et puis des équipes aussi qui sont allées à marche forcée. Et là, probablement, et Dieu sait si on a quand même beaucoup travaillé avec eux, encore du travail à faire pour rendre, je dirais, plus efficient les fondamentaux ou en tout cas les objectifs de cette politique. Je vous le dis parce que ça a été un gros travail en tout cas que nous avons fait au quotidien. Là aussi, 2 écoles chez les administratifs. Ça peut paraître un détail, mais les administratifs, c'est vraiment la porte d'entrée, la clé d'entrée sur une équipe pluridisciplinaire. Ce que nous avons pu constater, puisque maintenant ça fait 5 ans que nous travaillons le sujet, c'est que les administratives, alors il n'y a que des femmes, hein, donc je le mets au féminin, qui étaient là depuis longtemps et sur une politique donnée, vous savez qu'on apprenait la pluridisciplinarité, ont eu du mal à s'adapter à cette pluridisciplinarité. En revanche, toutes les administratives qui sont arrivées en cours de transformation, au contraire, ont trouvé un sens à leur mission en ayant tout l'éventail des politiques sociales à travailler au quotidien. Bon, je sors un peu du PowerPoint, mais je pense que c'est aussi important que je vous donne mon impression sur le sujet. Aujourd'hui, on peut dire, si vous lisez le document en détail, que 60% considèrent que la pluridisciplinarité est un moyen de mieux accompagner les équipes, l'usager. Je vous rappelle que l'objectif de base, c'était aussi de se dire, je prends l'usager dans ses problématiques à 360 degrés et je ne traite pas l'enfance d'un côté et les autres sujets de l'autre. Parce qu'on considère que l'usager, eh bien, il faut qu'il y ait des passerelles entre les différentes problématiques qu'il peut rencontrer. Voilà, un petit sujet qui a fait beaucoup parler et qui aujourd'hui n'en est plus un. C'était la délégation de signature que nous donnions directement à nos travailleurs sociaux. Je vous rappelle que nos travailleurs sociaux sont cadre A aujourd'hui et il y avait une espèce de réticence liée à la responsabilité de la signature. Aujourd'hui, très clairement, dans les équipes, et on leur a posé la question, ce n'est plus un sujet, et au contraire, ça a eu le mérite de responsabiliser un peu chacun. Et puis, encore un questionnement sur lequel on a fait beaucoup de progrès, c'est le lien entre finalement les territoires et nos équipes, où là on a vu des équipes qui s'engageaient à fond et d'autres qui étaient beaucoup plus réticentes. Ce fameux mythe, si je puis dire, du secret partagé a été quand même assez difficile à faire entendre à nos équipes. Voilà. Mais je remercie en tout cas les équipes modèles, et c'est pas pour valoriser les uns ou dévaloriser les autres, mais elles nous ont servi de moteur, certaines équipes, et de modèle pour les autres. Ensuite, on avait la cible partenaire. Alors, la cible partenaire, comment vous le dire? Comment entraîner avec nous nos partenaires, en particulier institutionnels? Alors, autant, les communes, les CCAS, tout ça, ça pose pas de problème. En revanche, moi, j'ai 2 gros écueils et si j'avais peut-être à exprimer un échec sur
sur cette transformation, c'est la CAF et la sécurité sociale. Je suis désolée de le dire comme ça, mais très, très, très compliqué de les entraîner avec nous, puisque je vous rappelle que l'objectif, c'était quand même le dossier social unique en finalité, et que là c'est très compliqué de travailler avec ces deux institutions qui, visiblement, n'étaient pas prêtes à cette transformation. Bon, vous avez les chiffres, alors je ne vais pas tout vous lire parce que ça ne sert à rien. Je vous donne un petit peu mon ressenti. Toujours un questionnement sur l'efficience. Et puis, l'usager. Alors, à titre personnel, j'ai fait des sondages auprès des usagers parce que je voulais me rendre compte de la façon dont c'était fait et surtout de la façon dont les usagers répondaient. Entre guillemets, juste une petite remarque personnelle que j'ai pu constater sur la vingtaine ou la trentaine de coups de fil que j'ai passés. Les coordonnées des usagers sont à revoir, parce que les numéros de téléphone, c'est pas toujours les bons. Enfin, en tout cas, eux sont plutôt satisfaits, ils sont pris en charge, ils connaissent leurs référents, et ça, c'était l'objectif, c'était de dire, vous n'avez pas 40 référents, vous avez un seul référent, quelles que soient vos problématiques, et ça, c'est 82% de satisfaction, ça, c'est une vraie réussite. La proximité, puisque je vous rappelle qu'on a... Là où on pouvait le faire, on a essayé de remettre des équipes en territoire, donc là aussi c'est identifié. Et puis sur les interactions avec les équipes, là aussi le retour est plutôt positif. Moi j'aurais une remarque quand même à faire, et là on a peut-être un travail de fond, c'est que finalement je me suis aperçue que le conseil départemental n'était pas toujours identifié, c'est-à-dire que la politique, l'aide, oui, sans aucun problème, mais d'où ça vient, oula, là c'est pas toujours évident d'avoir l'information de la part de l'usager. Voilà, donc ce que je peux vous dire en conclusion rapide, et puis je répondrai à vos questions. Donc sur la relation de nos travailleurs sociaux avec les élus locaux, effectivement, on a réussi à fluidifier. Je mettrai quand même un tout petit bémol, c'est que il y a encore de fortes réticences sur le secret partagé. Ça s'améliore, mais il y a encore de fortes réticences. Ça a fluidifier, ça, je pense quand même le parcours de l'usager. Je pense qu'on a encore du travail à faire sur le développement des partenariats sans aucune défiance, chacun dans son rôle. Mais en tout cas, je pense que l'usager, en fin de compte, a tout intérêt à ce que nous travaillions en partenariat. Et puis, poursuivre probablement la dynamique au sein des équipes et des chefs d'équipe. Je le souligne parce que ça aussi, on ne s'invente pas chef d'équipe, et ça a été une grosse difficulté que nous avons rencontrée au fil du temps avec finalement des responsables d'équipe qui étaient perdus dans l'aspect managérial, ce qui nous a fait revoir un petit peu notre mode de fonctionnement quand on identifiait des managers un peu performants, d'essayer de leur donner en responsabilité 2 équipes parce qu'on sentait qu'elles étaient en capacité d'entraîner les équipes. Voilà. Mesdames et messieurs, je vous ai très rapidement résumé les centaines de pages du rapport. Je suis à votre... Pas assez rapidement, mince alors. Bon, merci pour cette synthèse. En tout cas, je pense qu'effectivement... le document, le rapport est très détaillé. On a vraiment toute cette évaluation qui est passée au crible, et c'est vraiment intéressant de voir cette évaluation de la politique publique. Bien. Alors, il y aura donc Vanessa Slimani, puis Christine Tellier. Merci, Président. Alors, effectivement, c'était, je crois, en tout cas, et je partage la nécessité qu'il y ait, en tout cas, à un moment donné, un bilan, une évaluation. C'est toujours souhaitable quand on vient, évidemment, transformer des politiques publiques. C'est vrai que ça a été, en tout cas, évoqué lors de la commission, avec
somme toute une note positive en conclusion. J'avais alors indiqué que j'avais pas forcément la même lecture de ce bilan. Je trouve que le retour, il est plus que mitigé. On a déjà des taux de retour d'enquête qui sont... Alors certes, c'est difficile de pouvoir aller capter dans les sondages les retours des personnes qui sont enquêtées, questionnées, mais au-delà finalement d'un taux de retour plus important pour les agents parce qu'ils sont les premiers concernés, en tout cas, de cette transformation, sur les autres publics, en tout cas cibles, que sont les élus, les partenaires et les usagers. Franchement, le taux de retour, il est loin d'être positif. Pour les usagers, vous évoquiez tout à l'heure le nombre de plus de 16 000 bénéficiaires du RSA sur le département. Là, alors je sais la complexité de trouver et de cibler les bénéficiaires, mais en gros, on va sur un 2500 finalement bénéficiaires interrogés. Rien que le RSA, c'est plus de 16 000. Si on rajoute l'APA, etc., on est bien au-delà sur le nombre de bénéficiaires des aides sociales. Et c'est 18,1% des usagers, finalement, des 2500. Donc, ça, en tout cas, devrait nous permettre de dire qu'il faut prendre ces chiffres-là, évidemment, avec beaucoup de recul. Alors oui, je crois qu'on peut partager le retour plutôt positif, évidemment, des élus de terrain, même si, à mon avis, il y a encore des choses à faire. Ça a été indiqué jusque-là pour améliorer encore le contact avec les élus. Mais sur le retour qui est fait des agents, ça questionne. Voilà, c'est loin d'être positif et ça questionne évidemment pour la suite. Quand on fait une analyse croisée, on se rend bien compte que il y a, et ça a été évoqué, une satisfaction par rapport à la notion de proximité de tous des élus, des usagers même, et puis des partenaires. En revanche, ce n'est pas du tout le cas pour les agents et la lisibilité, l'efficience ressort partout comme étant des éléments qui sont aujourd'hui peu reconnus. Les efforts, donc évidemment, pour la suite, sont nécessaires pour améliorer l'efficience et la communication. Il y a évidemment cette question de lisibilité, de visibilité de l'action départementale qui doit évidemment nous interroger, même si ce n'est pas forcément l'objectif. L'objectif, c'est bien que nous soyons en réponse aux problématiques, aux besoins des habitantes et des habitants. Après, que ce soit la ville, le département ou une autre collectivité, c'est pas forcément ça qui est prioritaire. Pour autant, c'est quand même important qu'ils puissent définir et de bien comprendre qui apporte et quelle collectivité leur apporte une aide. Donc il faudrait que, évidemment, l'ensemble de ces éléments soient pris en compte, puisque il en était, en tout cas en commission, il était indiqué que nous n'étions plus dans le cadre de la transformation, mais que nous allions passer à un schéma de cohésion sociale, voilà, puisque cet exercice de transformation était terminé. Donc il faut que ce soit pris en compte dans le futur schéma de cohésion sociale. Moi, je retiendrai quelques éléments et notamment de pistes d'amélioration pour les élus, sans doute peut-être organiser des retours plus réguliers concernant l'impact des politiques qui sont déployées localement. Pour les agents, ça a été évoqué, la question de la pluridisciplinarité, de la polyvalence, notamment pour les agents qui étaient les plus anciens au sein de la collectivité, et donc peut-être de renforcer la formation à cette pluridisciplinarité et à cette polyvalence. Pour les usagers, de mieux, en tout cas, communiquer sur le rôle du département et de poursuivre, en tout cas, la fluidification des parcours. Et puis, pour les partenaires, bon, ça reste de toute façon toujours un sujet, mais évidemment, la collaboration et les partenariats, ça se construit au jour le jour et dans le temps. Voilà, en tout cas, pour ce qui était de notre lecture, en tout cas de ce travail conséquent. Évidemment, on remercie les services pour tout ce travail qui a été mené d'évaluation. Bien, merci. Enfin, je ne sens pas de propos négatifs de votre part. Donc, je sens simplement les pistes. Moi, on y est attentif. Le retour plus régulier auprès des élus,
la pluridisciplinarité, la polyvalence, mieux communiquer. Bon, les partenaires, c'est un sujet, effectivement. Donc, je vais laisser alors peut-être Pauline Martin ou Anne Gabory. Enfin, c'est vous Pauline, qui va apporter... Non, mais il n'y a pas vraiment de question. On est sur des constats. Je pense que, voilà, on a travaillé vraiment en transparence sur ce dossier-là. Maintenant, voilà, ça fait 5 ans que ça a été lancé. Alors, je vais dire 3 ans de façon effective parce qu'il y a eu les années Covid. Je pense qu'il faut continuer à accompagner les équipes dans ces démarches, et je pense aussi qu'il faut se servir des équipes qui finalement sont au point et sont vraiment dans cette dynamique-là. Moi, je crois vraiment au partenariat sur les territoires, que ce soit voilà, en zone urbaine ou en zone rurale, parce que on s'aperçoit que dans nos CCAS, on doublonne parfois l'action des équipes du département, et je pense qu'il faut qu'on arrive à travailler sur cette fluidité et qu'on arrive à finalement emmener les agents les plus réticents. Et je vous dis, j'ai pris l'exemple des administratives tout à l'heure parce que vraiment c'était un énorme écueil au démarrage et il y avait une grosse appréhension par rapport à ça, et finalement au fil du temps eh bien on a vu les choses nettement s'améliorer, même si on a encore des réticences aujourd'hui, hein, mais clairement il y a une certaine fierté aussi au bout du compte. Bien, effectivement, enfin, sur la pluridisciplinarité et la polyvalence, je pense que là aussi, il faut qu'on continue et qu'on enfonce le clou sur ce point-là. Et puis après, il faut quand même qu'on continue à évaluer et qu'on voit comment on corrige un peu aussi, ici ou là, cette TPS. Bien, il y avait Christine Tellier aussi. Oui, Vanessa a dit l'essentiel, je ne vais pas revenir dessus. De toute façon, un tel projet... on est 2 à 3 ans le nez dans le guidon avant de... Donc voilà, effectivement, il faut continuer à faire un certain nombre de choses. Moi, j'ai juste relevé quelques points. Vous parliez, Madame Martin, des numéros de téléphone qui ne répondent pas parce que ce ne sont pas les bons. C'est difficile dans ces conditions qu'ils répondent à une demande de rendez-vous, et notamment pour les bénéficiaires du RSA. Hein. Donc, ils ne viennent pas, mais on n'a pas leur bon numéro, donc ils risquent pas de venir. Ensuite, je me suis interrogée sur le fait que quelqu'un qui a 2 équipes à manager, est-ce que c'est considéré dans son salaire par rapport à quelqu'un qui n'en a qu'une, quand il se retrouve d'emblée de... Et puis j'ai un petit point, j'ai vu qu'il y avait seulement eu 10 rencontres avec les élus de canton. C'est pas à l'initiative des ADS. Hein. Il y a eu 10 rencontres parce que les ADS n'ont pas contacté les élus de canton pour les autres, puisque c'était à leur initiative. En tous les cas, il y a un certain nombre d'élus de canton qui n'ont pas. C'est un petit peu dommage, je crois, parce que s'ils n'ont pas été sollicités pour en discuter, ils n'ont pas non plus été sensibilisés pour répondre à l'enquête. Et je dois témoigner que dans notre commission, lorsque cette évaluation nous a été présentée avec beaucoup de professionnalisme, je ne me souviens plus du nom de la personne qui a été en charge, Monsieur Guillaume. Oui, très pertinente, vraiment très pertinente. Majorité et opposition confondues, on n'avait pas vraiment vu le mail en question, hein, ni les uns ni les autres. Donc là, il y a un souci, il y a un petit truc à corriger sur l'évaluation. C'est quand même important que quand on est élu de canton, du département, on puisse avoir des relations régulières avec l'ADS et les sujets qui peuvent être montés. Sinon, c'est que lorsqu'on rencontre les gens sur les marchés qu'on a des... Voilà. Et qu'on balance tout à Christian Brault pour qu'il s'en débrouille. Donc voilà, je pense qu'il y a quelque chose à corriger, à être plus fluide et à impliquer davantage les élus de canton là-dessus. Moi, j'ai relevé, alors plusieurs chiffres ont été donnés, hein, mais j'ai relevé, si je ne me suis pas trompée, que 61% des professionnels ne trouvaient pas cette transformation efficiente, que la pluridisciplinarité n'était pas considérée comme réelle par 79 des travailleurs sociaux, ni comme un enrichissement par 88 et inexistante pour 8. Moi, je suis une fervente de la pluridisciplinarité et de l'interdisciplinarité, donc là, je pense qu'il y a vraiment un axe à travailler. On a vu qu'il y avait des recommandations pour les élus, pour les partenaires, pour les usagers, mais j'ai pas vu de recommandations pour les agents. Voilà, peut-être il faudrait un peu en compléter. Il faut poursuivre très probablement, il faut préserver la proximité. Juste un dernier mot sur le secret partagé.
Le secret partagé des professionnels du soin et de l'accompagnement social, il ne peut pas être fait avec des administratifs. Éthiquement, et même dans les engagements professionnels qu'il y a, ça ne peut pas être fait avec une personne administrative. Pour que ce soit fait avec une personne administrative, il faut que les partenaires la connaissent, l'acceptent, enfin voilà, ou que la direction l'exige d'une certaine manière. Mais ça peut être un écueil, hein, les administratifs, ou bien le travail des administratifs est désigné comme administratif, alors que c'est un travail d'accueil et d'orientation. Et là, ça leur donne une place différente. Et c'est important que les postes soient maintenus parce que c'est souvent les clés d'arrivée pour les gens. Et là aussi, dans les effectifs, je me suis interrogée sur des suppressions de postes administratifs. Alors que c'est une clé très importante parce qu'en fait, leur travail, c'est pas l'administratif, si j'ai bien compris, pour ce qui concerne le travail de l'ADL, c'est de l'accueil, de l'écoute et de l'orientation. Et ça leur donne une place toute différente, y compris dans la pluridisciplinarité. Bien, merci. Pauline, Martin. Bon, pas grand-chose à répondre. Alors effectivement, les équipes les plus compliquées à manager étaient probablement celles de la métropole. Donc, il y a probablement eu quelques écueils sur les rencontres avec les élus sur la métropole, parce qu'en fait, on a eu pas mal de turnover dans nos responsables d'équipe sur la métropole. Donc ça, oui, c'est un constat. Je ne sais pas si c'est lié à la métropole, hein, mais en tout cas, c'était un constat. Sur le secret partagé, quand je parlais du secret partagé, c'est plus... Alors là... Pour le coup, en milieu rural, où l'élu joue vraiment un rôle parce qu'il connaît ses habitants, parce que c'est souvent lui qu'on vient chercher, et il y a un sentiment de manque de partage d'informations à un moment donné. Non pas que l'élu veuille tout savoir, mais il joue un vrai rôle dans sa commune rurale et qui n'est pas tout à fait le même que celui du département. Et donc, on a tout intérêt parfois à partager les informations pour essayer de faire avancer les choses. C'est plus dans ce sens-là dont j'en parlais. Et puis le reste, oui, il y a encore des choses à faire. On est loin d'avoir bouclé toute la démarche, mais on a essayé aussi sur la rationalisation des postes. On a aussi essayé d'être juste dans la répartition des dossiers, parce que au bout de 3 ans, on s'aperçoit que y a des équipes qui ont beaucoup plus de dossiers à gérer que d'autres. Donc, on a essayé de rééquilibrer par souci d'équité, tout simplement, entre les équipes. Voilà. Bien, merci. Effectivement, on voit bien une différence rural-urbain. Alors, même y compris avec les élus cantonaux, c'est vrai que le conseiller départemental rural n'a pas forcément le même rôle que le conseiller départemental purement urbain. C'est vrai que c'est plus difficile certainement d'être conseiller départemental en zone urbaine parce que voilà, vous êtes un peu noyé dans une masse et les habitants ne savent pas forcément quelles sont les limites du canton, quel est le rôle du département. En zone rurale, c'est un peu différent. Le conseiller départemental, il reste quand même encore quelqu'un d'identifié. Et puis sur le secret partagé, je partage complètement le propos de Pauline Martin. Hein. C'est vrai que les élus, le maire ou la maire, c'est le confident, c'est l'assistante sociale, c'est le conseiller financier, c'est quelqu'un que les élus, que les habitants viennent voir vraiment à cœur ouvert, quoi. Et il faut qu'il y ait une réciprocité entre ce que savent à la fois nos agences, nos travailleurs sociaux et les élus du terrain. Je pense que c'est important qu'il y ait vraiment ce lien très étroit. Bien. Écoutez, c'est un rapport pour information. Merci pour le débat et les échanges que nous avons eus. Merci, Madame le rapporteur. Nous passons maintenant au rapport E2, Madame la Présidente. Alors, le rapport E2 nous est présenté par Corinne Melzassar. Merci beaucoup. Monsieur le Président, mes chers collègues, le présent rapport propose de reconduire pour l'année 2025 le conventionnement avec les 3 missions locales du Loiret afin d'accompagner les jeunes bénéficiaires du RSA âgés de 16 à 25 ans. Comme vous le savez, la loi du 1er décembre 2008 et la loi pour le plein emploi promulguée le 18 décembre 2023, entrée en vigueur le 1er janvier
2025 confirme le droit des jeunes bénéficiaires du RSA à un accompagnement social et professionnel. Ces jeunes se trouvent au RSA principalement parce qu'ils rencontrent des difficultés d'insertion dans l'emploi liées à leur âge, à leur niveau de qualification ou à des situations personnelles particulières telles que le logement, la santé, la mobilité, la garde d'enfants ou des responsabilités de proches aidants. Depuis 2017, le département soutient le partenariat avec les 3 missions locales permettant un accompagnement global des jeunes dans tous les aspects nécessaires à leur insertion: logement, santé, mobilité, formation et emploi. Les chiffres montrent que le nombre de jeunes bénéficiaires du RSA et ceux accompagnés par les missions locales a augmenté jusqu'en 2020-2021, puis a légèrement diminué ces dernières années. Ainsi, 265 jeunes ont été accompagnés en 2024. Pour 2025, le conventionnement concerne 226 jeunes pour un montant global de 90 100 € répartis ainsi. Mission locale de l'Orléanais, 111 jeunes, soit 44 200 €. Mission locale de Montargis-Gien, 98 jeunes, soit 39 100 €. Et mission locale de Pithiviers, 17 jeunes, soit 6 800 €. Cette répartition correspond à une baisse de 15% par rapport à 2024, compte tenu des moyens du département. Et je rappelle que cette baisse a été infligée à tous les organismes que nous aidons d'habitude. Voilà. Avec la mise en œuvre de la loi pour le plein emploi, le statut des missions locales a évolué. Elles sont désormais intégrées au réseau national pour l'emploi, France Travail, et sont reconnues comme opérateurs référents pour l'accompagnement des jeunes, y compris des bénéficiaires du RSA. L'inscription des jeunes concernés s'effectue automatiquement auprès de France Travail par l'opérateur lui-même, garantissant ainsi la continuité et la cohérence du suivi dans le cadre du parcours d'insertion. Cette évolution nous conduit à nous interroger sur l'articulation future de notre soutien financier. Pour 2025, le département maintient son appui tout en rappelant que le financement pour les années suivantes sera réévalué en fonction des moyens disponibles et de l'évolution du rôle des missions locales dans ce nouveau cadre. Les décisions soumises à votre approbation sont donc les suivantes. Conclure les conventions pour 2025 selon les modalités présentées, approuver le modèle de convention et autoriser la signature des documents afférents. Je vous remercie. J'ai fini. J'ai fini, voilà. Bien, merci pour la présentation de ce rapport. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport? Oui, Vanessa Slimani. Merci. Plutôt une explication de vote qu'une question. Évidemment, dans la continuité de notre positionnement lors du vote du budget, eu égard à la diminution des subventions à certains partenaires. Voilà, en tout cas, il y aura une abstention sur ce rapport. Dire quand même que, en tout cas, le fait que cette année, le financement soit maintenu est salué, parce que l'on comprend que la question se pose pour l'année 2026, et ce qui vient de toute façon, pour le coup là, nous questionner sur le potentiel désengagement du département au financement des missions locales, en lien évidemment avec la loi plein emploi, et dans laquelle il n'est plus nécessaire de déléguer ce référencement des jeunes, notamment bénéficiaires du RSA, aux missions locales qui sont dorénavant considérées comme organismes référents. Pour autant, l'appui du département est important auprès des missions locales. Donc, compte tenu du risque financier pour les 3 missions locales, c'est difficile pour le groupe, en tout cas, d'approuver les orientations de la majorité. Et il est demandé qu'il y ait un regard appuyé sur les capacités des missions locales à poursuivre évidemment leur action, qui sont indispensables pour nos jeunes Loiretains et pour le territoire.
J'imagine que nous aurons l'occasion d'en reparler dans les dites commissions budgétaires de novembre. Mais le travail qui est effectué par les missions locales est, je le redis, absolument indispensable. Et parfois, on peut, sur certaines actions, en fonction des priorités que l'on juge nécessaires, aller au-delà des cadres réglementaires si on considère qu'il y a une pertinence sur et pour le territoire. Bien, merci. Effectivement, à un moment, les missions locales devaient disparaître, être complètement fondues dans France Travail. Puis finalement, comme toujours en France, on vote une loi, on propose un texte, et puis ensuite, il y a un petit rétropédalage qui fait qu'on est entre deux eaux, là. C'est-à-dire qu'il y a la loi plein emploi donne la pertinence des missions locales, comme vous l'avez dit. Mais par contre, pour nous, ce n'est plus une obligation de financement et donc on peut très bien se retirer. Donc effectivement, la question sera posée dans les commissions intérieures d'ici le mois de novembre. Savoir, bon après, quand on regarde les financements, non plus, c'est pas forcément des financements très élevés que nous avions jusqu'à maintenant, mais bon, voilà, la question se pose pour ce suivi de à peu près 300 jeunes du département. Bien, je ne sais pas si Anne, tu as des points. Non, je ne vais pas rajouter grand-chose parce que tout a été dit. Simplement, il faut qu'on voit aussi dans le cadre de cette loi plein emploi quel sera le soutien de l'État. Quel sera le soutien de l'État pour les missions locales? Est-ce qu'il va augmenter ou baisser? Voilà, ça c'est une vraie question aussi. Parce que si l'État les désigne comme référents pour les jeunes et ne finance pas plus mais moins, par exemple, ça pose question aussi. Voilà. Donc ça, c'est une question pour laquelle je n'ai pas la réponse. Mais à voir dans quelques semaines ou quelques temps, je ne sais pas le délai, mais ça fera partie aussi des choses qui alimenteront notre réflexion. Voilà. Bien, je pense qu'effectivement, même au niveau national, je pense qu'il risque d'y avoir des coupes sombres qui seront faites. Bien. Y a-t-il d'autres remarques sur ce rapport E2 ? Nous avons bien entendu. Je vous propose de voter. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Oui. Oui, oui, oui. Abstention. Très bien, merci. Rapport adopté, moins des abstentions. Rapport E3. Alors, le rapport E3 concerne le tableau des effectifs. Comme vous le savez, nous devons vous le présenter à chaque fois en session. La PERI nous a demandé de le faire. Donc, c'est chose faite depuis plus d'un an maintenant. Donc, ce rapport actualise les effectifs départementaux. Celui-ci les actualise au 2 juillet 2025 en présentant les emplois pourvus, les emplois vacants, les créations et les suppressions d'emplois permanents et non permanents qui sont nécessaires au bon fonctionnement des services. Il prévoit aussi les emplois saisonniers, les dépenses des vacations pour 2026 dans la limite des crédits votés et autorise le recours à des contractuels en cas de besoin. Alors, j'insiste et je vous souligne, mais vous avez dû le voir parce que vous avez toutes les annexes et les tableaux des emplois dans ce dossier. Il y a des suppressions de 84 postes. Alors, ce ne sont pas des suppressions de 84 postes existants avec des personnes dans ces postes, c'est 84 postes vacants. 84 postes vacants qui sont encore dans nos bases mais qui ne sont pas occupés. Donc il faut, et la PERI nous le demande, de nettoyer nos bases, de faire en sorte qu'il n'y ait plus ces postes vacants non occupés qui correspondent à des postes qui ne sont plus d'actualité ou qui n'ont pas fait l'objet de recrutement. On va par précaution en garder une quinzaine, 16 très précisément, pour pourvoir à des demandes si jamais c'était nécessaire d'ici les prochaines sessions. Mais les 84 postes en question sont des postes vacants. Voilà, c'est la précision que je voulais vous apporter. Voilà, Monsieur le Président. Bien, merci. Rapport habituel, comme on l'a dans toutes nos collectivités. Je pense que vous avez tout ça dans vos communes. Oui, Vanessa Slimani. Oui, merci, Président. Là aussi,
une précision du vote et une abstention à venir. Si je comprends parfaitement la nécessité de venir à un moment donné toiletter les tableaux, c'est nécessaire, et puis notamment dans la démarche qui est celle du département, d'avoir un budget, parce que plus contraint aussi, et de gérer la masse salariale différemment, c'est aussi par la suppression de postes non occupés. Par contre, là où il manque peut-être des éléments au regard de ce que vous avez indiqué, il y a des postes qui ne sont pas pourvus de longue date. Voilà, il y a les postes sur lesquels parfois qui sont vacants parce que nous n'arrivons pas à recruter, et là c'est pas la même chose. Et puis lors de la commission, il était évoqué donc le fait que ces postes-là étaient des postes qui n'étaient pas à l'organigramme. Or, il nous manque cet organigramme pour pouvoir évidemment faire le pendant entre les postes qui sont évoqués là à la suppression et leur absence dans l'organigramme aujourd'hui. Donc, de fait de ce manque peut-être d'informations qui peut être tout à fait réglé rapidement, ça laisse en tout cas quelques interrogations, notamment au regard de quelques postes. Ça a été évoqué tout à l'heure sur les postes de psychologues, où finalement il en resterait peu quand on fait les plus et les moins entre les postes créés et puis les suppressions. Est-ce que, au regard de ce qui a été indiqué tout à l'heure par Madame Galzin, les postes qui resteraient au tableau suffisent derrière, malgré tout, à répondre aux besoins, notamment sur le territoire. Donc, avec ces questions et ces manques d'informations, voilà, c'est ce qui nous amènera à nous abstenir sur ce rapport. Alors, juste une précision complémentaire. Il y a la suppression de ces postes, mais rien ne nous interdit d'en créer si besoin. Ça ne veut pas dire qu'on n'en recréera pas. Ça veut dire que là, on nettoie. Non, mais s'il y a un poste qu'il est nécessaire de créer, on le fera. Mais là, je tiens à être claire. Si jamais il y a un besoin essentiel de créer un poste, on le fera. Voilà. Bien, donc moi oui, voilà. Donc en tout cas il y a ce fameux toilettage que toutes les collectivités font pratiquement tous les ans. Je pense dans vos communes, c'est pareil, vos communes, les intercommunalités. Moi, je sais que dans ma communauté de communes, régulièrement, plusieurs fois par an, on fait ce toilettage et on nettoie, on supprime certains postes qui ne sont plus occupés. Bien, Hugues Rimbourg. Merci. C'est aussi le moment de faire un état des lieux des forces aussi quand même, comme le disait Vanessa Slimani. Moi j'avais une question concernant les services informatiques, parce qu'il y a un nombre de ces suppressions importants qui concernent les services informatiques. Or, il y a plein d'enjeux autour de l'informatique, que ce soit la sécurité, l'open data, on le voit dans la stratégie bas carbone, c'est une des faiblesses, la dématérialisation des procédures. Il y a beaucoup d'enjeux et par ailleurs, il y a des difficultés à recruter dans ce secteur-là, parce que les salaires du privé sont extrêmement attractifs. Toutes les administrations sont confrontées à des difficultés de recrutement au vu des salaires proposés dans le public. Je voulais savoir où on en était, s'il y avait une faiblesse ou des difficultés dans ces services-là au niveau du département, et s'il y avait une stratégie de recrutement avec éventuellement des salaires plus élevés que la moyenne pour pouvoir attirer des talents. Merci. Là, on doit répondre à une grille salariale, clairement, sans s'en écarter, sauf à recruter des mercenaires. Mais je sais que sur le service informatique, il y a Pierre Couturier qui est en veille permanente avec tous ces services, puisque là, on a quand même été échaudé par un problème de grande ampleur il y a un peu plus d'un an. Il y a 2 ans. Donc, évidemment, que les services informatiques, ils sont en alerte permanente. Et s'il y a besoin de renforts, évidemment qu'ils auront ces renforts. Là. Oui, Anne. Non, je dis que je sais ce que je voulais dire. Même si on peut identifier effectivement un poste manquant, je crois que la résolution de la cyberattaque que nous avons subie il y a 2 ans maintenant répond partiellement à la chose. C'est-à-dire qu'on a en interne les forces qu'il faut pour contrer et gérer les attaques en question. Bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non. Je propose de voter. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Oui. D'accord, très bien. Rapport adopté. Merci. Donc nous passons au rapport suivant, le rapport E4.
Alors, le rapport E4 concerne les ajustements du RIFSEP, qui est le régime indemnitaire, comme vous le savez. Il a pour objet d'ajuster donc la délibération relative au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, suggestions, expertise et engagement professionnel applicables aux agents de la fonction publique territoriale. Ces ajustements ayant reçu un avis favorable de la Commission emploi visent à actualiser le régime sur 2 points principaux. Le premier, c'est un ajustement qui concerne la reconnaissance de certaines particularités de mission concernant des agents en charge de l'entretien des canaux, qui étaient auparavant référencés sous le métier agent de maintenance. Il est proposé de créer et d'intégrer le nouveau métier d'agent d'exploitation des canaux. Alors, l'intégration de ce nouveau métier nécessite bien sûr de modifier les annexes nécessaires. Et il faut y insérer les plafonds pour les cadres d'emploi et adjoints techniques territoriaux. Cette mesure n'a aucune incidence financière supplémentaire et ne modifie pas la situation des agents concernés au regard du RIFSEP. Ça, c'est le premier. Le second ajustement concerne le périmètre d'application du régime en cas d'absence pour maladie. La délibération précédente, qui date d'octobre 2024, avait conduit à suspendre en totalité le versement de l'indemnité de fonction suggestion expertise, l'IFSE, qui est une composante du RIFSEP, en cas de congé de longue durée, longue maladie ou grave maladie, pour se conformer à la jurisprudence. Mais, en juin 2024, il y a un nouveau décret qui est paru et qui a modifié à nouveau les règles pour les agents de l'État. Afin de respecter le principe de parité avec la fonction publique d'État et celui de la libre administration, il est proposé d'appliquer ces nouvelles dispositions aux agents du département du Loiret. Désormais, l'IFSE serait maintenu pour les agents en congé de longue maladie ou de grave maladie à hauteur de 33% la première année et de 60% les deuxième et troisième années. Cette disposition engendre un faible surcoût pour 2025, dans la mesure où le département avait suspendu l'UFSE avant cette nouvelle proposition. Voilà, Monsieur le Président. Bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport? Un peu technique, mais pas de questions. Oui, très technique. Oui. Je propose de voter. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas. Merci. Rapport adopté. Rapport E5 pour information. Alors, le rapport E5 nous est présenté par Hugues Saury. Merci Madame la Vice-Présidente, Monsieur le Président, mes chers collègues. Donc, il s'agit du rapport E5, donc c'est le rapport social unique pour l'année 2024. Je vous le présente pour information. Il n'y aura pas de vote à l'issue de ce rapport. Le RSU donc a pour vocation de fournir une vision globale et détaillée des données sociales de la collectivité, conformément à la réglementation. Les données utilisées pour élaborer ce RSU sont recueillies via une base de données sociales accessible sur un portail numérique dédié, développé par les centres de gestion. Il doit obligatoirement être présenté à l'Assemblée délibérante et il doit être accompagné de l'avis émis par le Comité social territorial, le CST, qui a émis un avis favorable le 2 octobre 2025. La Commission emploi, économie, ressources humaines, solidarité territoriale a pris acte de ce rapport et de l'avis du CST en amont. Une fois présenté, le RSU doit être publié sur le site internet du département du Loiret, au plus tard le 31 décembre de l'année en cours, de l'année 2025. Et donc, la seule décision soumise au Conseil départemental est de prendre acte du rapport social unique 2024 ainsi que de l'avis émis par le comité social territorial à son sujet. Alors peut-être dans les annexes, vous avez un certain nombre de chiffres qui sont intéressants. J'en ai pris comme ça quelques-uns qui ont retenu mon attention. Dans les effectifs, au 31 décembre 2024, il y avait dans notre collectivité 2441 agents. Parmi ceux-ci, il y avait 71,1% de femmes chez les fonctionnaires et les contractuels permanents. Au titre de la répartition par genre et catégorie, on voit que notre collectivité est très féminisée puisqu'il y a 81,6% de femmes en catégorie A, 59,9% en catégorie B et 67% en catégorie C. Donc elles sont très largement majoritaires. Dans la pyramide des âges, en moyenne, les agents du conseil départemental sont jeunes, ils ont 47 ans. Il y a des mouvements. En 2024, il y a eu 313 arrivées d'agents permanents et ça s'est équilibré puisqu'il y a eu 315 départs.
51 contractuels permanents ont été nommés, ont été stagiairisés. Et dans les évolutions professionnelles, il y a eu 18 bénéficiaires d'une promotion interne sans examen professionnel, 606 avancements d'échelon et 92 avancements de grade. 95 agents ont bénéficié d'un accompagnement par un conseiller en évolution professionnelle. Et à contrario, il y a eu des sanctions disciplinaires. Il n'y en a pas eu énormément. Il n'y en a eu que 3 qui ont été prononcées en 2024. Pour ce qui concerne le budget et les rémunérations, les charges de personnel représentent 19% des dépenses de fonctionnement. La part du régime indemnitaire sur les rémunérations annuelles brutes pour l'ensemble des agents permanents est de 18,64%. Et puis un sujet qui est important, parce qu'il pèse sur le budget de notre collectivité, sont les absences. En moyenne, il y a 19,6 jours d'absence pour tout motif en 2024 par fonctionnaire, 19,6 jours. Et en moyenne, 9,8 jours d'absence pour tout motif en 2024 par agent contractuel permanent. Vous voyez qu'il y a moins, mais ce n'est pas les mêmes métiers probablement, il y a moins donc d'absence selon que ce soit agent contractuel permanent ou fonctionnaire. Et puis les accidents de travail, malheureusement, il y en a eu 73 qui ont été déclarés au total en 2024. Et puis, peut-être encore un ou deux derniers chiffres. Pour le handicap, un taux d'emploi des travailleurs en situation de handicap à 8,89%, ce qui est bien au-dessus du seuil légal qui est de 6%. Et puis pour la formation, en 2024, 83,4% des agents permanents ont suivi une formation d'au moins une journée, ce qui est beaucoup, ce qui représente 5390 jours de formation. Et le nombre moyen de jours de formation par agent permanent est de 2,7 jours pour un montant consacré à la formation qui est de 1 153 991 €. Il y a beaucoup d'autres chiffres que je vous laisse regarder et je suis prêt à répondre à vos questions. Ouais, merci pour la présentation de ce rapport, synthétique, mais voilà, vous avez été à l'essentiel. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport social unique? Non. Alors, on peut se féliciter qu'au niveau du taux d'emploi de personnes en situation de handicap, on soit largement au-dessus. Je me souviens d'une époque, on était largement en dessous des 6%, et tous les ans, on était amendé. Et là, maintenant, on est plutôt largement au-dessus. C'est plutôt une bonne chose. Bien, pas de questions. Je vous propose de voter. Y a-t-il des votes contre? Pas de vote. D'information. Pardon, excusez-moi. Merci, monsieur le rapporteur. Bien, nous passons maintenant au rapport de la commission F avec la présidente Laurence Bellay. Merci, monsieur le président. Le rapport F1, tout comme le F2, vont être présentés tous les deux par monsieur Bouquet. Merci, mes chers collègues. Donc, le premier sujet concerne un ajustement des modèles de convention de mise à disposition de la Grande Halle de Chamerolles en termes de tarification et de restitution des lieux. Donc, on vous rappelle le contexte. La mise à disposition de la Grande Halle de Chamerolles à titre gratuit ou payant rencontre une forte demande avec une moyenne de 70 manifestations accueillies par an. Donc, il apparaît aujourd'hui nécessaire d'ajuster les modalités de mise à disposition et de restitution pour faciliter la gestion de ce site. Donc, il vous est proposé comme ajustement la mise en place d'une participation aux frais d'usage de 300 € en semaine et de 500 € la journée, le week-end, lors d'une mise à disposition de la Grande Halle à destination des associations ou institutionnelles du Loiret. Deuxième aspect, l'instauration de dépôts de garantie différenciés en cas de dégâts matériels avec dépôt de chèque d'un montant de 1 000 € et nettoyage d'un montant de 500 €. Autre disposition, la fixation de l'accès à la Grande Halle à partir de 10 heures. Un accès plus tôt est possible sur la simple demande préalable. L'instauration de contraintes en cas de dépassement horaire afin d'encadrer les horaires de présence de l'agent de sécurité. Des précisions sur les conditions aussi d'installation d'équipements de loisirs sur le site afin de faciliter le respect des règles de sécurité si nécessaire. Et enfin, des conditions de respect des contraintes de remise en état et notamment l'obligation de mandater une entreprise de nettoyage habilitée HACCP pour les cuisines et sanitaires de la Grande Halle. Voilà, donc il vous est demandé d'approuver les termes des propositions des nouvelles conventions dans les termes que je viens de vous présenter, et puis d'autoriser le président à signer les conventions avec les éventuels preneurs. Je vous remercie. Bien, merci. Effectivement, cette grande halle de Chamerolles, je pense qu'elle est très bien conçue, elle est bien localisée.
Elle est très demandée. Donc, je pense qu'il y avait besoin de mettre en place vraiment une tarification sur l'utilisation, ces utilisations un peu particulières, parce que je vous rappelle qu'elle est largement louée aussi pour des mariages, pour des événements, des comités d'entreprise, etc. Mais là, il y avait besoin aussi d'ajuster sur ces événements-là. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport F1 ? Non, vous êtes d'accord pour cette tarification? Je propose de voter. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas. Merci. Rapport adopté. Rapport F2. Alors, dans ce rapport F2, il vous est demandé d'approuver une convention de mise à disposition du château de Chamerolles et de la Grande Halle dans le cadre du marché de Noël Chilleroy pour l'année 2025. Donc, cette année, la mairie de Chilleroy et l'organisation des marchés Chilleroy, l'OMC, ont sollicité le département afin de pouvoir organiser le marché de Noël 2025 sur le site de Chamerolles. Le département a décidé de répondre favorablement à cette demande et accordera à titre exceptionnel et non reconductible la gratuité de la mise à disposition du château et de la Grande Halle pendant toute la durée du marché, incluant le montage et le démontage, qui aura lieu du 4 au 8 décembre 2025. Donc, il est proposé de signer une convention de mise à disposition du château et de la Grande Halle, donc que vous retrouverez en pièce jointe. Cette convention reprend les termes des engagements des preneurs et du département et elle précise les conditions d'inscription, d'animation et les plans d'installation. Il est également proposé d'accorder une tarification réduite à hauteur de 5 € pour les adultes et la gratuité pour les enfants de moins de 6 ans et d'offrir 400 entrées gratuites aux habitants de Chilleroy pour compenser la gratuité habituelle du marché Chilleroy. Donc, il vous est demandé d'approuver les termes du projet de convention de mise à disposition gratuite qui est joint en annexe et d'accorder la mise en place des tarifs spécifiques d'entrée que je viens de vous présenter et enfin d'autoriser le président à signer cette convention. Bon, ils sont passés sur le fil parce que leur demande était déjà antérieure, mais je pense que si ça se représente l'année prochaine, évidemment que nous serons amenés à présenter une tarification. Bien, est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport F2 ? Pas de questions. Je vous propose de voter. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas. Merci. Rapport adopté. Rapport F3. Je vais présenter, Monsieur le Président, le rapport F3. Alors, il y a une douzaine de pages de tableaux. Je vais plutôt vous faire un résumé, puisque les chiffres, vous les avez portés en annexe. Ce bilan 2025, une fréquentation en hausse et des déficits à réduire, bien sûr. Le bilan 2025 confirme les efforts de valorisation entrepris concernant nos sites départementaux. La fréquentation globale est en progression sur tous nos sites. Le château Chamerolles, fort d'un label qualité tourisme et de nouvelles animations, la fréquentation est en augmentation. Sa fréquentation annuelle 2024 a atteint 45 987 visiteurs. Toutefois, malgré cette croissance, le résultat net 2024 reste déficitaire. C'est les chiffres que vous avez sur les différents tableaux. Le château de Sully-sur-Loire, ce site est le plus proche de l'objectif d'équilibre. Sa fréquentation est en hausse avec 61 213 visiteurs entre février et août 2025, contre 54 652 en 2024, grâce notamment à l'installation de la passerelle et de nouvelles activités comme l'escape game. Le château musée de Gien, la fréquentation a connu une hausse significative en 2025 avec 17 737 visiteurs contre 12 614 en 2024, notamment grâce au succès de l'exposition toujours en cours Playmobil. Cependant, ces résultats restent bien en deçà de ceux des autres châteaux, avec un déficit 2024 de près de 400 000 €. Là aussi, ce sont des chiffres que vous avez en toute transparence. Je veux rajouter à ça que le château musée de Gien est plus accordé sur des chiffres de musée que de château. Les décisions proposées, une nouvelle tarification pour 2026, afin de limiter la charge financière pour le département. Nous vous proposons d'actualiser notre tarification à partir du 1er février 2026. Alors vous allez me dire pourquoi pas janvier? C'est parce qu'en janvier, les sites départementaux sont fermés. Donc à partir du 1er février, en tenant compte des tarifs régionaux et de la qualité des collections. Les châteaux de Sully et de Chamerolles verront leur billet plein tarif augmenter de 2 € et le tarif réduit de 1 €. La hausse sera également de 2 € sur le plein tarif pour le château musée de Gien. Pour le musée de la Résistance et de la déportation de Loris,
L'augmentation est moins élevée, 1 € sur le plein tarif et les réduits, reconnaissant l'importance du devoir de mémoire. Il est donc proposé d'augmenter finalement sur les chiffres de la saison 2025 le total des recettes de 80 000 € environ dans le budget modificatif au regard de ces résultats. Voilà, Monsieur le Président, une synthèse de tous les tableaux qui sont proposés dans ce rapport. Bien, merci. Merci pour ce rapport. C'est la première fois qu'on a un rapport aussi détaillé sur, en gros, je ne sais pas comment on peut dire, le coût de revient de ces sites départementaux. Donc, je pense que c'est bien, le rapport est bien fait et permet d'avoir une bonne appréciation tant sur la fréquentation que sur les recettes afférentes aux entrées. Bien, y a-t-il des questions sur ce rapport? Non, pas de questions. Je vous propose de voter dans ces cas-là. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas. Merci. Rapport adopté à l'unanimité. Et je vous propose le rapport F4. Le dernier rapport de notre commission sera présenté par Monsieur Jobé. Donc, Madame la vice-présidente, Monsieur le Président, chers collègues, donc, comme vous le savez, le département accompagne de nombreuses communes et structures loiretaines par l'attribution de subventions de fonctionnement. Cependant, nous faisons face à un constat, un nombre croissant de structures ne respectent pas les dates de dépôt. Ceci génère de l'inéquité entre les acteurs qui suivent ou non le règlement et complexifie l'accompagnement départemental dans un contexte budgétaire restreint. Donc, nous avons proposé lors de la commission plusieurs modifications des dates de dépôt. Donc, nous proposons de modifier les dates de dépôt pour plusieurs programmes afin de les harmoniser et d'anticiper les décisions. L'objectif est de ramener le plus possible cette date au 31 décembre. Cela concerne les programmes suivants. Donc, il y a les fonds de soutien aux structures culturelles de proximité ou de rayonnement départemental, aide aux écoles de musique, danse, théâtre et cirque, aide aux ateliers de pratique artistique et aide aux salons et expositions d'art plastique. Donc, vous avez sur le rapport, il y a vraiment deux sortes de dates différentes. Donc, la première, c'est par rapport à tout ce qui est subvention pour les actions spécifiques. Donc, les dates, donc ça, c'est pour les soutiens aux structures culturelles et l'aide aux salons et expositions d'art plastique. Donc, les dates de dépôt, le 31 décembre de l'année N pour les manifestations du premier semestre de l'année N+1 et date de dépôt le 31 mai de l'année N pour les manifestations du second semestre de l'année N. Et pour tout ce qui est subvention de fonctionnement, passer au 31 décembre de l'année N pour l'année N+1. Petite info, donc les dates de dépôt du dispositif enseigne, quant à lui, ne changent pas. Concernant les aides, concernant les montants des aides mentionnées dans certains règlements, pour les 3 dernières aides précitées, il est proposé de préciser que ces montants sont indicatifs et seront soumis au vote de l'Assemblée départementale lors du vote du budget primitif de l'année concernée. Enfin aussi, il est précisé qu'un tableau récapitulatif a été demandé au service afin que tous les collègues aient les différentes dates que vous pouviez donner à vos administrés. Et aussi, pour terminer, c'est parce que nous passons avec l'outil démarché Adulact qui bloquera toutes les dates, comme peuvent le faire la région ou la DETR, et comme nous avons déjà pour le volet 3 ou 2 pour les différentes communes. Voilà, Monsieur le Président. Très bien, merci. Merci pour ces précisions. Effectivement, on va être beaucoup plus rigoureux sur les dates de dépôt avec ce nouveau calendrier qui sera bien communiqué à tous nos partenaires, évidemment. Mais ensuite, il faut qu'on soit comme les autres collectivités locales. Je pense qu'il n'y a pas de raison. Voilà. Donc, il y aura plus de souplesse. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport F4 ? Pas de questions sur le rapport F4. Je vous propose de voter. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas. Donc, merci. Adopté. Bon, je vous propose que nous étudions quand même l'ADM que demain matin, parce que déjà, ne serait-ce que par rapport à demain, il y a l'Assemblée générale des élus, des anciens conseillers départementaux, donc j'aimerais bien que l'hémicycle ne soit pas vide quand ils seront à nos côtés. Donc, le AG est à 11h30. Donc, pour nous, je vous propose qu'on se retrouve... c'est soit 10h30, soit même 11h, parce que je pense que ça peut être une... Non, les anciens, c'est 11h30. Donc, voilà. Et puis, demain aussi, il y a quand même les repas qui ont été réservés. Et donc, là, on ne peut pas les décommander pour tous ceux qui restent le midi. Donc, bon, je ne me vois pas, pareil, qu'on soit là demain avec beaucoup d'absents.
Donc, on a été très rapide. On a été concis dans les rapports, et puis les débats ont été assez mesurés. Mais voilà, je vous propose vraiment qu'on se retrouve, on va dire, qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, je veux bien risquer 10h, 11h. Si vous pensez qu'en une demi-heure, on peut, ou 11h moins le quart, peut-être 10h45, parce que ça nous laisse un quart d'heure de battement pour... Non, tu dis, Christophe, tu dis que l'ADM, elle sera trop... Bon, 10h45. Allez, donc demain, 10h45, on se retrouve ici pour les vice-présidents. On a un point à voir avant. Vous savez, on va se caler 3 quarts d'heure avant aussi. Voilà, 10h. Bien, merci à vous. Et puis, on se retrouve demain dans les mêmes locaux.